la responsabilité à son cabinet en termes de coordination. Et voilà pourquoi donc, la présidence, en collaboration avec le gouvernement, a coordonné cette activité de 2 jours. Donc vous me demandiez si on avait atteint nos objectifs. Alors je répondais qu'on s'était fixé des objectifs stratégiques clairs au départ de ce forum. C'était dans un premier temps faire le marketing international du pays. Parce qu'en faisant les préparations, on s'était quand même rendu compte que la perspective du monde économique américain sur la RDC était un peu biaisée. Donc il fallait, avec force, avec l'autorité des membres du gouvernement présents, de refaire ce narratif-là, ce qui a été fait. Et ça consistait en quoi? Il fallait d'abord démontrer qu'en termes de gouvernance, le pays avait fait des progrès. Il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu beaucoup de réformes pour vraiment améliorer notre gouvernance dans le pays. Une première chose. En termes de paix et de sécurité, le président de la République, disais-je, a travaillé sans relâche. Vous avez tous suivi, depuis les rencontres, les accords de Luanda, Doha et même Washington, que le président ne lâche pas. Il veut vraiment ramener la paix dans le pays, condition sine qua non hein, pour tout investisseur de vraiment de venir dans le pays. Alors, on a dit qu'il fallait aussi, dans le narratif, démontrer plusieurs autres choses. L'une des choses, c'est aussi, en matière de doing business, démontrer que le pays a mis en place des régulations, des incitations en termes de fiscalité. Il a mis en place des zones économiques spéciales pour faciliter justement l'attrait des investisseurs étrangers. Ça, c'est un message qu'ils n'avaient pas entendu, qu'ils n'avaient toujours pas compris. Il fallait souligner cela. On a dit aussi à nos partenaires américains que notre pays est un pays sérieux qui répond à ses engagements. En termes d'équilibre macroéconomique, de stabilité macroéconomique, nous avons fait beaucoup de progrès, de manière d'ailleurs régulière. C'est pour ça qu'on a eu 6 revues concluantes avec le Fonds monétaire et aujourd'hui on est en deuxième programme avec eux. Donc pour un investisseur étranger, c'est très important de connaître la santé macroéconomique d'un pays. Un pays qui ne maîtrise pas ses agrégats macroéconomiques n'attire pas un investisseur parce qu'il va craindre la rage taxatoire, parce que bon, l'État va compenser sur la taxation et donc lui il va perdre ses revenus. Un autre point, c'était celui de la main-d'œuvre de notre jeunesse. Donc ici, on a avec les membres du gouvernement et nous-mêmes, on a vanté la qualité de notre jeunesse, qui est une jeunesse dynamique, qui est prête à apprendre, qui peut apprendre toutes sortes de métiers. Donc, les investisseurs américains qui voudraient bien ramener les usines, petites et moyennes entreprises, même les grosses industries, ils peuvent compter sur cette main-d'œuvre qui est abondante, qui est dynamique, qui est un facteur intéressant de production. Je rappelais ici que la Chine a tiré profit de ce facteur de production depuis plusieurs années. Aujourd'hui, les autres pays lui en battent le poids, le Maroc et même la Turquie. Donc, ça fait partie donc, des avantages qui peuvent justement attirer les investisseurs chez nous. Ben, ça, c'était une première chose. Donc, pour conclure, si vous permettez, Monsieur le Ministre, je disais que aussi, dans le combat que nous avions ici, il fallait dans un deuxième temps que vous, les membres du gouvernement, déployez dans cet exercice, les chefs d'entreprise privés ou publics, il fallait maintenant étaler toutes les opportunités d'investissement du pays qui pourraient justement susciter un intérêt auprès des investisseurs américains. Nous avons ramené ici un book qui représente près de 200 milliards de dollars de projets qui peuvent intéresser les investisseurs. Donc il fallait aussi présenter cela, montrer qu'il y a des réelles opportunités d'investissement qui pourraient leur apporter aussi du revenu. Voilà. Alors, peut-être qu'avant que le ministre du Commerce extérieur ne puisse intervenir, monsieur le conseil spécial, hier, j'ai rencontré justement des représentants de la société SpaceX. Il y avait parmi nous des représentants de grandes universités américaines. Pourquoi vous avez voulu associer à ces discussions ceux qui représentent le monde universitaire ici? Très bien, parce que le monde industriel tire sa substance d'abord dans le monde scientifique. Et c'est très important parce que la ministre de l'enseignement supérieur et recherche scientifique était aussi ici. C'était important d'engager des synergies entre les universités américaines et les universités en RDC pour justement susciter ces labs, comme on dit, de recherche et vraiment soutenir notre industrie renaissante. Ben, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans des questions. Monsieur le ministre du Commerce extérieur, vous traversez les mondes pour faire justement le bruit, entre guillemets, le bon bruit autour de produits qui viennent de la République démocratique du Congo. Hier, vous aviez eu le privilège de dire plus ou moins le mot inaugural. Vous avez demandé aux Américains, s'ils aiment les affaires, qu'ils viennent faire les affaires en République démocratique du Congo. Au bout de ces 48 heures, est-ce que votre appel a été entendu? Oui, merci beaucoup. Moi je pense qu'il faut remercier le président de la République pour une chose.
c'est que depuis plusieurs années, il s'était construit une sorte d'obscurantisme autour de la RDC. Et l'opposé de l'obscurantisme, c'est la lumière. Tout à fait. Et donc, le président de la République, lorsqu'il a déployé cette armada à travers le monde, dont nous-mêmes, c'était de déboulonner, parce que c'est le terme qu'il a toujours utilisé, c'était de déboulonner l'obscurantisme pour que la lumière vienne et que le monde entier commence à voir de bons yeux la République démocratique du Congo. Et nous avons été à la première ligne envoyée par le président et la première ministre. Et aujourd'hui aux États-Unis, pourquoi le président de la République a choisi effectivement que nous nous retrouvions ici aux États-Unis, la capitale du monde, comme on peut l'appeler, c'est la grande puissance, la première au monde. C'est parce qu'effectivement le président Donald Trump a donné des signaux positifs vis-à-vis des États-Unis au point de vouloir un partenariat stratégique renforcé avec la RDC. Et l'opinion doit savoir pourquoi est-ce que les États-Unis veulent avoir un partenariat stratégique renforcé avec la RDC. Vous savez, il y a des blocs qui se bousculent à travers le monde. Il y a d'un côté le bloc occidental et de l'autre le bloc chinois. Tout le monde se rend compte que c'est le combat des grands autour de la supériorité que doit posséder l'un ou l'autre. Or, la supériorité passe à un certain nombre de la maîtrise des outils. Et ces outils-là, c'est parmi les outils stratégiques liés à la défense. Et il se pourrait que les outils de la défense nationale pour chaque pays sont issus de la manipulation d'un certain nombre de minéraux. Quand vous voyez les missiles balistiques aujourd'hui, le guidage des missiles, c'est fait à l'aide des minéraux, notamment le cobalt, notamment le coltan, notamment le lithium. Toutes les composantes qui entrent dans les condensateurs, ça vient de tous ces minéraux-là. Et les États-Unis ont compris effectivement que pour continuer à maîtriser le monde, il faut qu'il y ait un partenaire en face d'eux. Et ce partenaire, c'est la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président a choisi ce partenariat-là, pour que ce forum vienne s'établir ici, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va investir en République démocratique du Congo. L'invitation ici, c'était pour que nous venions expliquer au secteur privé qui va tenir les leviers économiques pour que le secteur privé soit crédibilisé ou soit rassuré de faire les affaires avec la RDC. Et donc, notre gouvernement a apporté ce message-là pour dire à l'opinion américaine que la RDC, c'est réellement un pays des affaires. Que l'autre face qu'on a toujours présentée, c'est une face présentée pour cacher effectivement les opportunités importantes qu'il y a. Lorsque vous examinez le secteur, qu'il s'agisse de l'agriculture, du secteur minier, du secteur des transports, les infrastructures, l'énergie, c'est la manipulation des milliards à travers le monde. Et donc, comme les États-Unis sont là au cœur de la maîtrise de tous ces outils-là, nous sommes ici effectivement pour porter ces messages. Et la question à laquelle je dois répondre, c'est que le feedback que nous avons reçu, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'étaient pas connus par les milieux américains. Tout à fait. Et des éléments liés à l'environnement des affaires, à l'environnement qui est en train d'évoluer. Parce que tout ce qu'on connaît de la RDC, c'est un pays corrompu, c'est un pays où rien ne marche, c'est un pays... Tous ces éléments, on les a démontrés pour dire que chaque pays a une histoire. Et moi, j'ai toujours fait une analyse comparative. Lorsque je parle des États-Unis et de la RDC, j'ai dit, attention, les États-Unis sont indépendants depuis 1976. Ça fait 248 ans. 49 ans. 1776. Ça fait 240 quelques années. 249 ans. Nous ne sommes qu'à 65 ans d'indépendance. Donc, on ne peut pas comparer le niveau d'évolution des États-Unis avec celui de la RDC. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'ailleurs un pas très important. J'avais dit aux Américains, si on interroge vos 65 ans d'indépendance et nos 65 ans d'indépendance, on va trouver qu'eux étaient plus reculés que nous, si on prend la même période. Parce que toutes choses étant égales par ailleurs, on doit comparer en fait les mêmes périodes. Et donc, lorsque je réplique comme ça aux Américains, ils se rendent compte que la RDC est en avance et fait des progrès. Et donc c'est à la suite de ces progrès-là que les partenariats entre nous et les États-Unis sont en train d'être scellés. Et je peux rassurer l'opinion congolaise que les entreprises américaines, moi j'en ai compté 220 qui étaient dans la salle, sont désormais prêtes à nouer des partenariats avec le secteur public et privé congolais autour de plusieurs projets
que ce soit l'Obito, que ce soit Inga, que ce soit les couloirs verts, que ce soit les infrastructures. Maintenant, chacun est en train de choisir sa filière. Il y a même ceux qui sont dans l'aviation, qui ont dit, mais on a appris qu'il y a besoin de construction d'une centaine d'aéroports et qu'il y a un besoin de transport des gens parce que le pays est vaste. Nous sommes prêts. Donc les gens maintenant se rendent compte que l'autre puissance qui devrait exister au monde pourra s'appeler demain la République démocratique du Congo aux côtés des États-Unis. Alors je me retourne de votre côté, M. Djoudumbi, vu qu'il était dans les préparatifs. Est-ce que nous avons vu effectivement le ministre Paluku a parlé des 220 entreprises qui ont été représentées. Lorsque vous le prépariez, est-ce qu'il y avait véritablement un intérêt pour ces sociétés de venir écouter ce que c'est la République démocratique du Congo? Bon, disons qu'on avait eu un vent favorable dans l'organisation de ce forum. On a croisé un momentum pour la RDC. Certes, le milieu d'affaires américain était vraiment intéressé, mais en même temps curieux, parce que n'ayant pas beaucoup d'éléments pour décrire ce que c'est que le business en République démocratique du Congo. Donc il y a eu l'engouement, bien entendu, mais il y a eu aussi les circonstances. Son Excellence, M. Julien Paluku a compté 220, moi je n'ai pas compté personnellement, mais il devait y en avoir beaucoup plus si c'était la période de shutdown aussi aux États-Unis. Oui, bien sûr que nous sommes en période de shutdown. L'administration est presque paralysée. Mais je dois l'admettre, il y a quand même un engouement sur la RDC qui n'est pas, je dois l'admettre, qui n'est pas lancé par ce forum. C'est un momentum qu'on a trouvé et qu'on a surfé dessus. Alors, Monsieur Julien, Monsieur le ministre Paluku, commerce extérieur, la République démocratique du Congo, nos produits, parce qu'on a parlé des investisseurs américains qui doivent venir, mais quels sont les secteurs que vous avez suggérés ou proposés dans les cas des différents échanges qu'il y a eu entre la partie congolaise et la partie américaine? Bon, le premier secteur qui intéresse, comme j'ai dit, le secteur stratégique, c'est celui de la défense nationale. Eh bien, les secteurs que nous avons proposés en premier, c'était le secteur minier. Pourquoi? Parce qu'il intéresse au plus haut point les États-Unis. Et là, le paradigme qui va changer dans les relations entre la RDC et les États-Unis, c'est qu'il ne s'agira pas d'exporter vers les États-Unis des matières brutes. Il s'agira bien sûr de les transformer sur les sols congolais pour leur donner une valeur ajoutée pour qu'on capte la valeur marchande supérieure à celle qu'on captait avant. Il y a les défis de l'énergie, monsieur le ministre. Alors, les défis de l'énergie, pour moi, c'est une opportunité d'investissement. En fait, c'est un cercle qui se construit autour des projets. Lorsqu'il y a manque d'énergie, et qu'il y a manque de routes, et qu'il y a manque de nourriture, c'est la jonction des partenaires que nous devons mobiliser pour que l'un se trouve dans l'énergie, l'autre dans les routes, l'autre dans les chemins de fer, et l'autre dans la transformation. À ce moment-là, le premier constitue le marché de l'autre. Ça devient une économie circulaire. C'est ainsi que pour moi, le manque d'énergie ou le manque de route n'est pas un problème. C'est au contraire une opportunité qu'une entreprise peut saisir pour servir une autre entreprise. C'est ainsi que les gens disent non, on ne peut pas venir en RDC parce qu'il n'y a pas de route. Non, ça c'est une fausse allégation. Le manque de route appelle un investisseur qui est spécialisé dans les routes. Le manque d'énergie appelle celui qui est spécialisé dans l'énergie. Comme ça, celui qui fait la transformation, c'est qu'il a un marché, c'est celui qui a produit l'énergie. Celui qui a des produits à évacuer, c'est qu'il a une route sur laquelle il va payer les péages. Et chacun retrouve les retours sur son investissement en fonction de ce qu'il a pu faire. Donc, ce que nous avons expliqué aux Américains, c'est ça. Le deuxième secteur, à part le secteur minier, c'est celui de l'agriculture. Nous avons démontré que nous disposons suffisamment d'espace, parce que beaucoup de gens disent, mais vous chantez toujours 80 millions d'hectares de terres arables. Vous savez qu'ici, on commence à utiliser les engrais pour donner aux gens des aliments qui créent suffisamment de maladies. Et il y a des pertes énormes dans les régimes ici de prise en charge des populations parce que les gens ont des maladies liées à des aliments qui sont génétiquement modifiés. Et nous avons démontré que non, il y a un pays au cœur de l'Afrique qui lui n'a pas besoin des OGM. Hein, les objets, comment on l'appelle en Europe, organismes génétiquement modifiés. Nous, on est là, la terre est là, fertile, sans un seul engrais, vous produisez en tonnes et à millions de tonnes pour nourrir le monde. Et donc, c'est un secteur important, et pour les Américains, et pour les Africains. Pourquoi? Parce qu'au-delà du marché américain, nous avons démontré aux investisseurs américains que l'Afrique est en train d'ouvrir ses frontières, parce qu'elle a créé une zone de libre-échange continentale, où il y aura un mouvement des biens et des personnes à travers l'Afrique pour un marché
vous avez autour de vous 1,4 milliard de consommateurs que vous pouvez servir. Même si vous ne pouvez pas prendre tous les marchés, à supposer que vous preniez seulement 10% de 1,4 milliard, ça fait 140 millions de consommateurs que vous servez immédiatement. C'est presque la moitié de la population américaine. Et donc, ces informations-là, lorsqu'on les porte aux partenaires américains, ils se disent, mais c'est des discours qu'on n'a jamais entendus. C'est la première fois qu'on attend ce genre de démonstration. Et nous, on avait une autre image de la RDC. Et donc, les partenariats qu'on veut construire sur les biens à amener aux États-Unis ou à ramener d'ici, c'est un partenariat gagnant-gagnant basé sur ces cadres renforcés des partenariats. Et nous avons évoqué la question de l'AGOA. L'AGOA qui est cette loi américaine qui permettait effectivement aux entreprises de l'Afrique de ramener les produits ici sans paiement des frais de douane. Bien sûr, l'administration actuelle est en train de vouloir définir un autre modèle, un modèle qui ressemble à l'AGOA, mais qui permet et aux États-Unis et à l'Afrique de gagner sans que ça ne puisse altérer économiquement l'un ou l'autre. Et donc, nous sommes sur la définition au niveau du ministère du Commerce et celui des États-Unis d'un modèle semblable à celui de African Growth and Opportunity Act. C'est ça l'AGOA. Un modèle semblable à celui-là pour que finalement les partenariats entre nous et les États-Unis soient vraiment basés sur des indicateurs qui permettront et à la population de se retrouver et aux deux gouvernements également de se retrouver. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de 1,4 milliard d'habitants en Afrique. La République démocratique du Congo, avec ses 9 voisins, à la fois Afrique australe, Afrique centrale, Afrique orientale, c'est à peu près le 5e de toute cette population, s'il faut faire l'addition de toutes ces populations. Ça veut dire que le cœur de l'Afrique bat effectivement en RDC. Et ceux qui vont y investir pourront effectivement trouver leur profit. On va commencer la série des questions avec des professionnels de médias qui sont ici à Washington. On va commencer par M. Oscar Mbadkaïch de la télévision nationale. Je m'appelle Oscar Mbadkaïch, à la RTNC. J'ai des petites questions à poser d'abord à monsieur, au conseiller spécial chef de l'État, M. Joe Dumbi. À quand les premiers signaux, les premiers effets de ces forums économiques et d'investissement sur le terrain? Parce que les Congolais ont soif de voir les outputs de cette réunion, de ces forums. À quand exactement? Deuxième petite question, adressée au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Je voudrais savoir si ces forums constituent une sorte de balise pour les deals annoncés il y a quelques mois entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, ou bien nous sommes déjà de plein pied dans ces deals américains. Merci. Voilà, merci. On va commencer par le ministre, si vous êtes prêt, ou on prend le... Allez-y, monsieur le ministre, et puis on terminera par le conseil spécial. Oui, bon, ce forum est-il considéré comme les balises du partenariat que nous voulons avoir avec les États-Unis? Moi, je crois que c'est un élément du système. C'est-à-dire, nous sommes en train de construire un système à plusieurs éléments. Et le forum ici en constitue un pour permettre de pouvoir améliorer les pans qui manquaient. Ces pans-là, ça s'appelle perception. Quelle est la perception que les Américains se font de la République démocratique du Congo? Parce que tout s'est fait à partir de la perception. Et quand on condamne la RDC pour dire, mais vous organisez des forums, vous allez à gauche, à droite, vous dépensez suffisamment de moyens. Mais je dois dire à l'opinion congolaise que si vous voyez des pays qui attirent des investissements aujourd'hui, qui organisent des réunions tous les jours, qui attirent des gens, c'est parce qu'ils ont investi dans la construction de l'image. Et ça manquait à la République démocratique du Congo. On a fait longtemps sans investir dans la construction de l'image du pays. Absolument. Ça fait que le taux de fréquentation du pays a été très faible parce que l'image était mal perçue à l'extérieur. Donc ce que nous faisons, les gens pensent que nous sommes heureux d'être dans les avions. Les avions font mal. Quand vous quittez Kinshasa, vous allez à Osaka, c'est plus 9 de l'heure de Kinshasa. On vous demande de quitter Osaka, vous venez à Washington. C'est moins 5 ou moins 6. Quand vous deviez dormir, on dit qu'il faut être dans une réunion. Et quand vous quittez ici, je quitte ici, je vais à Genève. Parce que je dois aller parler à la CNUSED.
qui est la conférence des Nations Unies sur le commerce international. Donc tout ça, c'est pour le président un déploiement massif de son armada pour que peut-être au bout de 5 ans, de 10 ans, la perception là qu'on avait sur la RDC va changer et l'élément que vous avez demandé, quels sont les outputs? Les outputs ne seront pas immédiats, il va répondre. Les outputs, même vous, c'est là où j'ai dit, l'immédiateté a hanté l'esprit des Congolais. Même quand vous allez au champ, vous allez cultiver. Moi, j'ai vécu là où on cultive le café. Quand vous plantez un caféier, mais vous n'allez récolter que le café après 3 ans. Même quand vous cultivez les haricots, vous n'allez récolter les haricots qu'après 2 mois ou 3 mois ou 6 mois. Ça veut dire que les Congolais sont hantés par un esprit de dire, ils sont aux États-Unis, maintenant on va voir demain qu'est-ce qui va se produire. Non, demain il ne va rien se produire. Il faut qu'on soit clair. Demain, il ne va rien se produire. On est en train de construire. On est en train de planter comme on le fait dans un champ. Maintenant, le temps de la récolte va arriver. Peut-être ça pourrait même être sans nous. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça peut arriver que le Congo, lorsqu'il va recouvrer l'intégralité de son image, peut-être nous, on sera en train d'observer pour dire, savez-vous ce qui se passe là? C'est nous qui avions construit ça. C'est nous qui avions planté ça. À ce moment-là, d'autres seront en train de manger, si je dois utiliser le terme que vous aimez, manger les fruits de ce que nous aurons planté. Donc c'est comme ça que se construit une nation. Une nation ne se construit pas sur la durée d'un semestre, d'un trimestre. Une nation se construit sur 10, sur 15, sur 20 ans. Je crois que cette perception-là est aussi importante à connaître par notre population. Mais c'est pour ça que justement nous parlons régulièrement de changement de narratif et c'est complètement triste et antipatriotique de voir qu'il y a des Congolais qui ont à un moment pensé que leur stratégie devait se fonder à combattre les efforts que nous faisons pour obtenir aujourd'hui des investissements massifs des Américains en République démocratique du Congo. Mais ce que nous faisons, nous ne les faisons pas pour le président Tshisekedi, encore moins pour nous-mêmes. Nous les faisons parce que nous devons apporter, nous, notre contribution à la construction d'un des pays les plus importants du monde. Alors, monsieur le conseiller spécial, pour les questions qui vous concernent, notamment celles sur les retombées. Monsieur le ministre a déjà commencé à donner la réponse. Alors, moi, je vais dire ceci. Le travail a commencé en ce qui concerne les objectifs de ce forum, mais le travail n'est pas fini. Donc il va falloir continuer le travail qu'on a commencé ici. Mais j'insiste quand même, permettez, monsieur le ministre, que je reprenne ce que vous avez dit. Ce qui a changé immédiatement depuis hier, c'est le regard. Il a parlé de perspective, c'est le regard. Et là, c'est vraiment un win, quick win, tout de suite. Les Américains qui sont venus là, qui ont passé le message, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Ces Congolais, on ne savait pas, on ne pensait pas. On a une journaliste que je connais très bien ici, une amie dans la salle qui n'est pas de nationalité congolaise, elle me l'a répété hier, que dans cette ville de Washington, de toutes les communautés d'Afrique, c'est la première fois qu'on voit une histoire comme ça. Donc la perception, le regard a déjà changé. Mais pour nous, le travail n'est pas fini et pour avoir les retombées de ce travail, c'est nous-mêmes qui devons susciter les retombées. C'est dans les mécanismes de suivi de ce qui se passe ici qu'on va attirer les réels bénéfices de ce qui s'est passé ici. Alors, les Américains attendent quelque chose, ils ont vu. Maintenant, ils attendent comment nous allons structurer le suivi de ce qui s'est passé ici, comment nous-mêmes nous allons susciter les intérêts. Il y a beaucoup à faire dans le pays pour que les Américains aussi, bien qu'ils ont changé la perception, mais qu'ils avancent. Il y a beaucoup à faire encore. Et qui c'est les cadres qu'il faut. C'est pour ça que la Première ministre ou le ministre parlait de des investissements et de toutes les facilités mises en place. Je vais encore faire rire parce que pendant les préparatifs, j'étais inspiré par quelque chose que j'avais dit aux équipes avec lesquelles je préparais la mission. Vous savez, vous pouvez avoir une fille que vous avez une perception d'elle, c'est la femme la plus belle du monde. Mais si cette fille, elle prend de l'âge et qu'il n'y a toujours pas un homme qui frappe à votre porte, vous devez vous poser, vous, la question, parce que vous la trouvez belle. Vous devez vous poser la question, est-ce que l'extérieur la trouve belle? En ce moment-là, on va vous dire, oui, votre fille, vous la trouvez belle, mais elle marche dans la rue sans chaussures, elle ne se maquille pas, elle ne se coiffe pas. Donc ça, c'est le travail que nous devons faire nous-mêmes avec notre Congo. Nous devons embellir notre Congo pour que les investisseurs viennent. Et ce travail n'est pas encore fini. Je sais que les membres du gouvernement s'y emploient activement. Et ici, c'est l'occasion pour moi de saluer M. Julien Paluku et ces deux messieurs. Ils sont fantastiques. C'est vraiment des guerriers hors pair en termes de marketing international de la RDC. Voilà. Malheureusement, les journalistes n'applaudissent pas. Merci beaucoup. Alors, on va passer le micro à Madame Aria. Avant qu'il ne parle, je pense qu'il y a un élément important qu'on doit souligner dans l'ouverture du forum hier avec les Américains. C'est la première fois que je vois des Américains qui sont arrivés à 10 heures
et jusqu'à 13h, 14h, ils sont dans la salle. Ça, c'est un élément important qui semble être anodin, mais je voulais les relever. Mais qui a marqué l'intérêt, justement. Qu'il y ait un intérêt. Vous ne pouvez pas rester assis, suivre des gens pendant 4 heures s'il n'y a pas un intérêt. Alors que vous avez d'autres obligations à faire. Nous sommes aux États-Unis, c'est un monde de business, c'est un monde des affaires. Quand quelqu'un perd ses 4 heures consacrées à la RDC, c'est qu'il y a un intérêt. Donc je voulais vraiment mettre... Oui, voilà. Ariana, on vous a mentionné tout à l'heure. On va vous donner la parole si vous avez des questions spécifiques. Et puis on prendra les questions de M. Marius Munga et les autres journalistes dans la salle. Please go. You can go in English. It's fine. Okay. Thank you. First of all, I want to congratulate Congolese people, especially Mr. Joe and the ministers here, for the amazing forum. Let me express, I was there. This was very well organized. And I just want to congratulate, first of all, the Congolese people for taking action to do something for Congo. And one of the things that I could learn during the forum is that Congo is not just about war. And this was something that sometimes American people forget about it, that there is other provinces. And I learned about Lualaba. I was shocked to know about this province. There is so many things that investors can go and invest. So it was amazing for me to be part of the forum. And once again, I congratulate for the initiative. So, before going to your question, I can just translate what you were saying. Okay. Elle est en train de dire qu'elle a été témoin. C'est une journaliste angolaise basée à Washington qui suit les questions, notamment celles de la RDC, qui est en train de féliciter le gouvernement congolais pour le forum tel qu'il s'est tenu. Généralement, quand on parle de la RDC, on parle que de la guerre. C'est comme s'il n'existait pas d'autres parties du pays. Et hier, elle a été complètement émerveillée par la province du Lualaba, qui a été représentée par Madame Fifi Masuka. Et ce qu'elle dit, c'est que le Congo, c'est pas seulement la guerre. C'est pas seulement, il y a d'autres provinces, mais qu'il y a aussi un besoin pour nous de prendre des actions justement comme celles que nous avons prises pour continuer à donner cette image d'un Congo qui renaît et d'un Congo qui change de narratif. So you can go with your question. Yes, so my question will be, since there is so much potential in Congo, and this is not a work that only government people, ministers can perform in order to attract foreign investors to Congo, and also build this image of Congo, because people have a wrong perception about Congo. And in order for the image to change, this is a collective work. All Congolese people must to join the effort. So my question is, how the diaspora, because they play a very important role in order for results to be accomplished in terms of what was discussed during the forum. So how the diaspora can contribute, can be part of the work in order for all the objectives and all the goals be accomplished that was expecting during this forum. That's my question for you. Okay, thank you so much for your question. Donc je crois qu'elle a posé la question parce que malheureusement la RDC souffre d'une mauvaise perception et que si nous voulons changer cette perception, tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora, doivent être mis en contribution pour être sûr que nous avons utilisé toutes nos ressources humaines pour contribuer à ce que ce changement arrive. Je crois que c'est la question. Est-ce que vous avez des choses à dire, les deux intervenants? Évidemment, j'interviendrai à la fin pour un petit commentaire. Est-ce que vous avez impliqué les Congolais de la diaspora dans l'organisation de ces forums? Est-ce que les Congolais de la diaspora ou qui sont devenus américains ont aussi trouvé leur place durant ces travaux? Merci, Monsieur le Ministre. Pour l'aspect politique de la question, je laisse. Someone can translate for Eric. You can help to translate for Mr. Ariana, please. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, pour la partie politique, je laisserai à son Excellence, Monsieur le Ministre, de répondre à la place du Ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Moi, je prendrai plus l'aspect de ce forum. Effectivement, nous avons le temps de la traduction. Non, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Effectivement, nous avons impliqué les Congolais de la diaspora de diverses manières et suivant leurs organisations. Et je suis d'accord avec Madame Ariana, on doit faire un travail aussi en ce qui concerne la structuration des mouvements de la diaspora. Le problème auquel nous sommes butés, c'est que chacun parle un peu à sa façon dans son coin. Mais je pense qu'il y a une initiative maintenant naissante et il y a une compréhension
de pouvoir changer aussi la manière d'adresser la chose congolaise par les Congolais. Donc je pense qu'il y a des initiatives qui se mettent en place pour que ça soit les mouvements congolais à l'extérieur soient beaucoup plus structurés. Parce que c'est très difficile de travailler quand on est dispersé et que chacun va de son côté. On a eu quelques difficultés, mais il y a des Congolais qui ont été impliqués dans cette initiative. On les a vus, ils étaient nombreux aussi hier dans la salle et ce matin encore dans les différentes conférences. Voilà, Monsieur Julien Paluku, la diaspora. Oui, moi je pense que la question de Madame Mariana est plutôt une interpellation à notre diaspora qui se trouve à l'extérieur. Pour dire, eh bien, voilà vos compatriotes qui viennent ici aux États-Unis, parlent du pays, parlent des nouvelles perceptions. Parce que la plupart d'entre certains membres de la diaspora s'investissent dans la destruction de l'image du pays. Comme pour se faire une certaine notoriété, il faut critiquer. Et ce n'est pas seulement la diaspora, c'est beaucoup de Congolais. Quand nous sommes en face, par exemple, d'un problème majeur qui agace la RDC, il y en a qui trouvent le loisir de devoir critiquer leur pays, comme si c'est le plaisir de critiquer et de se faire une renommée. Moi, je crois que c'est une interpellation. Et je peux dire que quand j'étais à New York, en marge des Assemblées générales des Nations Unies, j'ai signé un MOU avec la Fédération des Congolais des étrangers. Ils ont déjà créé une fédération des Congolais des étrangers ici. Je pense que vous avez suivi dans les médias. On a signé un MOU avec cette fédération. Elle s'est engagée désormais à dire nous cessons d'être une diaspora de la rue. Nous cessons d'être une diaspora qui fait des marches. Nous faisons d'être une diaspora qui ne fait que critiquer la gouvernance. Mais nous allons désormais aussi apporter les meilleurs de nous-mêmes, de par l'expérience que nous avons accumulée ici aux États-Unis. Et en fonction de cela, j'ai signé un MOU pour qu'il contribue dans les secteurs dans lesquels chacun peut estimer avoir une expertise avérée. Et ça, pour moi, j'ai estimé que c'est déjà un début. Nous devons continuer cela parce que les États-Unis, c'est 50 États. Il faut que nous nous rassurions que chaque État a une petite fédération qui réunit les intellectuels de cet État-là. Parce qu'il y en a qui travaillent. Je sais, il y a le professeur ici, Jamobele, qui donne cours à MIT, à Massachusetts Institute of Technology. C'est les rares des Congolais qui ont même inventé les téléphones Okapi, qui est ici aux États-Unis, qui donne cours à la prestigieuse université de MIT. Il y en a qui sont à Harvard, il y en a qui sont partout ailleurs. Donc je considère que l'interpellation de madame est destinée plutôt à notre diaspora pour qu'elle s'organise chacune dans l'état où il se trouve des Congolais et ensemble maintenant ils peuvent dire voici la contribution que nous apportons à la RDC pour que finalement ce pays-là qui nous a vu naître ressemble au pays qui nous a accueillis à travers la contribution. Mais voilà. Je crois que c'est une interpellation qui nous concerne tous, hein, bien au-delà évidemment de l'apport considérable de la diaspora, parce que la diaspora aide beaucoup de familles à vivre à Kinshasa, mais le moment des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, il faut faire la nette démarcation entre ceux qui relèvent du politicien et ceux qui relèvent de la construction. C'est ce que je fustigeais tout à l'heure, que de voir des leaders, certains leaders politiques qui mettent des moyens, y compris pour combattre la stratégie que porte le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour repositionner le pays dans un contexte de crise que nous connaissons. Et je pense que les assises que nous avons tenues à Washington est un bel exemple. Tout à l'heure, la Première ministre a passé notamment sa matinée à recevoir de groupes des femmes congolaises qui travaillent dans divers secteurs ici à Washington, qui se disent prêts à nous accompagner, y compris dans le travail de narratif, de la perception, pour que notre pays cesse d'être perçu comme ces pays où il n'y a que des guerres, pour que notre pays cesse d'être perçu comme ces pays corrompus, parce qu'au sujet de la corruption, il y a évidemment d'énormes efforts que nous faisons. Monsieur Djodumbi le disait tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde fait attention, que pour la première fois, nous avons réussi 6 revues successives du Fonds monétaire international. Ça veut dire que nous avons des critères quantitatifs et qualitatifs de comment nous gérons. Et si le pays était aussi corrompu que d'autres en parlent, je ne suis pas sûr que nous atteindrons ces programmes et que nous aurons autant mobilisé à la fois des appuis budgétaires, mais aussi le portefeuille d'investissement de la Banque mondiale. Donc cessons de nous faire harakiri et nous tous approprions-nous de notre pays et assurons-nous que nous contribuons au-delà de ceux qui sont en responsabilité à construire une nation forte en Afrique centrale. Alors merci Madame Ariana, on va prendre les questions de Monsieur Marius Munga et puis ce sera Monsieur Jean-Ric Koumandé. Allez-y s'il vous plaît Marius.
je vis ici à Washington, D.C. Je pense que c'est la première fois qu'on a vu un événement aussi grand organisé par la RDC. Donc, toutes mes félicitations pour ça. Alors, j'aurais 2 questions à poser. La première, ce sera adressé à M. Paluku. Et puis, la deuxième, ce sera à vous, M. Mouyaya. Vivant aux États-Unis, j'ai une idée de comment les Américains font les business. Vous savez également, avec l'expérience que vous avez avec les Chinois, comment ils font le business. Et la façon des Américains à s'adapter à un territoire où on fait les business est complètement différente de la façon chinoise. Alors comment est-ce que le gouvernement congolais compte travailler derrière pour rencontrer la façon de faire le business des Américains pour faire avancer le projet sur lequel vous êtes en train de travailler? Alors, M. Mouyaya, tout à l'heure, quand je vous entends parler, vous parlez beaucoup de la narrative. D'abord, je voudrais vous féliciter pour tous les efforts que vous faites chaque jour pour parler anglais et l'améliorer. Et je suis très fier de vous, monsieur le ministre. Quand je vous vois sur des plateaux de télé où on parle anglais, vous parlez anglais. Et vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans le monde, la langue du business, c'est l'anglais. Et quand quelque chose est interprété... Alors, quels sont les efforts que le gouvernement congolais est en train de faire pour que, à la venue de ce deal que nous voulons tous dans différents domaines, que les Congolais sur place soient formés pour communiquer, pour être en mesure de communiquer avec les autres business anglais? Ce n'est pas, monsieur le ministre, une occasion pour le Congo de changer aussi sa langue officielle, tout en y ajoutant peut-être l'anglais, comme l'ont fait d'autres pays afin d'avancer le monde du business en RDC? Écoutez, c'est une préoccupation pertinente. Je commence et puis le ministre Paluku va terminer sur le sujet. Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient. Peut-être qu'il faudra... Alors, c'est un sujet qui est particulièrement chaud. Si on dit qu'il faut faire la révision de la Constitution, y compris pour introduire l'anglais comme langue officielle, d'autres l'interpréteront autrement. Mais je pense que pour un pays comme la République démocratique du Congo, je disais tout à l'heure que je me donne personnellement les défis de commencer à apprendre le mandarin. L'enjeu n'est peut-être pas de parler anglais comme les Américains ou comme les Britanniques. L'enjeu, c'est d'être sûr qu'avec notre accent français, on est sûr qu'on peut parler anglais et nous faire comprendre. Et je pense que c'est un effort que nous faisons. Et vous voyez que autour notamment de notre diplomatie, nous avons la ministre des Affaires étrangères qui aussi, à sa manière, apporte cet atout parce que la République démocratique du Congo, ceux qui investissent les plus dans les mines, ceux qui investissent les plus dans ce que nous avons comme potentiel sont anglophones. Il y a un travail qui s'est fait à ce niveau-là. Évidemment, il faut peut-être qu'on insiste au niveau de curricula, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur ou encore l'enseignement élémentaire, sur l'anglais, mais pas seulement. Et il y a un grand focus que nous mettons dans la formation professionnelle. Parce que bien au-delà, nous étions au Japon avec le ministre Paluku à Osaka. Les Japon ou la Suisse ou la Genève, où va y aller, je crois 60 à 70% des personnels sont formés à travers la formation professionnelle ou l'apprentissage des métiers. Et pour un pays comme la République démocratique du Congo, avec cette masse de jeunes que nous avons, c'est un point essentiel. Et donc considérer que le message est capté et que l'enjeu pour nous, c'est pas simplement de parler anglais à l'extérieur. L'enjeu pour nous, c'est de nous assurer qu'y compris dans nos 4 langues nationales, que les Congolais soient pleinement informés et impliqués dans la dynamique de développement que nous avons relancée. Alors peut-être pour introduire la réponse du ministre Paluku, et il a dit lorsqu'il a commencé à parler, chaque pays a son histoire, chaque pays a son contexte. Aujourd'hui, nous partageons évidemment les valeurs américaines. Mais les valeurs américaines ont eu un moment de croissance et de maturité. On peut parler des démocraties, on peut parler de lutte contre la corruption, ou encore on peut parler de bonne gouvernance. Mais s'il faut parler de lutte contre la corruption, n'oubliez pas que ces pays a existé Al Capone. À l'époque du Far West, comment ça fonctionnait. Et donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller d'ailleurs plus rapidement parce que nous avons la possibilité d'apprendre des autres. Alors le conseil que nous donnons aux investisseurs américains, alors il faut nous regarder avec les yeux d'Africains, dans notre contexte, avec nos difficultés, et ne pas nous regarder avec un regard américain où vous voulez venir dans un cadre où tout est déjà prêt, tout est déjà assaini. Et donc, il y a une part de risque à prendre. Ce n'est pas anodin le fait que vous ayez parlé des Chinois
Parce que les Chinois, justement, ils ont un modèle qui leur permet de s'adapter plus rapidement et d'avancer peut-être plus rapidement. Mais les Américains aujourd'hui, je pense qu'avec l'administration Trump, ils ont compris les messages et la venue massive des investisseurs à nos travaux hier illustre justement un chapitre nouveau dans la coopération économique entre les deux pays, en attendant évidemment la finalisation du deal entre le gouvernement et le gouvernement américain. Mais le cadre a été propice pour préparer justement l'arrivée d'autres investisseurs qui ne pourront pas directement être touchés par ce qui se discute autour du deal. Alors, Monsieur le ministre Paluku. Oui, il y a un élément important que je dois apporter à la connaissance de l'opinion américaine. C'est que depuis 2013 à Bali, en Indonésie, il y a eu une conférence ministérielle qui avait adopté en fait l'accord sur la facilitation des échanges. Cet accord est entré en vigueur le 22 février 2017. Depuis 2017 jusqu'à 2025, la RDC n'avait pas ratifié cet accord. C'est avec le président Félix Antoine Tshisekedi que, comme ministre du Commerce extérieur, nous avons été poussés pour qu'on puisse être dans les standards du commerce international. Et nous avons fait passer la loi au niveau du gouvernement. On a obtenu la loi d'habilitation au niveau du Parlement. Et le 10 juillet, le 11 juillet... le jour de ma naissance, le 10 juillet. Je me suis retrouvé à Genève pour déposer les instruments de ratification de la loi sur la facilitation des échanges, pour dire que la RDC s'inscrit dans la dynamique mondiale du commerce international. Et donc, ça, c'est un élément, un outil important qui rassure aujourd'hui tous les partenaires, y compris les partenaires américains. Deuxième élément, ce sont les lois du pays. Parce que le partenariat a comme socle les lois. Eh bien, nous avons une catégorie de lois que je vais évoquer. La première loi, c'est la loi sur les partenariats publics-privés, qui a été votée par le Parlement, qui a été promulguée par le chef de l'État. Ça veut dire un investisseur qui arrive est sécurisé par cette loi-là. Donc la RDC peut accorder des concessions désormais à quelqu'un sur une route, sur un chemin de fer, sur un grand projet, sans que cela ne gêne les intérêts de la République. Et il va investir un milliard. La loi suivante, c'est la loi sur les conventions de collaboration. Lorsque un investisseur a $1 milliard à investir en RDC, donc le capital supérieur ou égal à 1 milliard, il n'est pas régi par les droits communs, il est régi par une autre loi qu'on appelle convention de collaboration. Ça définit les différents types d'avantages que l'investisseur va avoir en République démocratique du Congo. Alors tous ces éléments-là ne sont pas connus à l'extérieur. On s'est dit, mais si vous venez en RDC, il n'y a rien qui se fait. Il y a un autre instrument qui est piloté par le ministère de la Justice, c'est le guichet unique de création d'entreprise. Au gouvernement, on est en train d'accélérer pour que dans les 48 heures, lorsque vous avez soumis votre demande de création d'entreprise en RDC, vous puissiez obtenir toute la documentation. Et au niveau du commerce extérieur, nous avons installé ce qu'on appelle le guichet unique intégral du commerce extérieur qui dématérialise toute la procédure. Il y a 2 semaines, nous avons lancé par exemple le numéro import-export qui n'est plus obtenu manuellement en République démocratique du Congo. Il y a une plateforme numérique sur laquelle vous pouvez surfer pour obtenir votre numéro import-export si vous êtes un partenaire américain. Donc, c'est des éléments comme ça au niveau juridique, au niveau du cadre légal, qui sont déjà mis en place, mais qui étaient mal connus au niveau international et qui faisaient qu'il y avait encore un doute pour certains de venir s'installer en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous trouvons ici aux États-Unis, parlant des affaires et considérant que nous sommes dans le monde des affaires au plus haut niveau, c'est important que nous puissions dérouler toute cette gamme d'éléments juridiques qui rassurent tout partenaire que ce n'est pas politique. C'est au-delà du président, c'est au-delà du ministre, c'est au-delà de la première ministre. C'est des lois qui sont impersonnelles, qui ont été votées par le Parlement et qui s'appliquent à tout investisseur sans qu'il n'y ait aucune influence politique. Ça, c'est un élément important qui rassure, qui fait partie des cadres juridiques importants que nous avons mis en place au niveau de notre gouvernement. Très important de le rappeler. Alors, on va prendre le 3 ou 4 dernières questions parce qu'on doit terminer. On va commencer par Jean-Ric Oumandé. Bienvenue Bakoumania. Osé Manzanza. Et on terminera par Achille Kadima. Avant, ce sera Cédric Enina. Bon, voilà. Mais pour autant que chacun pose une seule question, ça nous permettra de gagner. Allez-y, monsieur Jean-Ric, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment je vais faire. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je voudrais savoir, pendant les travaux
quelles sont les préoccupations émises par les hommes d'affaires américains et quelles sont les réponses que vous leur avez données, parce que c'est important. On a entendu plusieurs fois... Mais les préoccupations sont plurielles, peut-être qu'il faut être plus précis, parce que les questions portaient à la fois sur les secteurs miniers, les secteurs agricoles, les secteurs forestiers... Sur le secteur minier, voilà. Voilà. Et puis il y a eu cette question sur le climat des affaires, c'est revenu plusieurs fois. Est-ce que pour vous c'est un défi ou c'est une interpellation qui vous pousse à mener beaucoup plus de réformes? Pour les conseillers spéciaux, c'est juste de savoir, on a vu beaucoup d'investisseurs dans la salle, beaucoup d'entreprises qui étaient représentées, mais on voudrait quand même savoir quelles sont ces entreprises-là, parce qu'au Congo, il y a toujours des doutes, on dit, bon, il y a eu des gens qu'on a vus, mais c'est quelle entreprise? Monsieur Jean-Ric, on ne va pas aller dans la polémique. Je vous ai parlé tout à l'heure. Moi-même, j'ai été approché par celui qui a représenté SpaceX, d'Elon Musk. On n'a pas besoin de parler de M. Azevedo, qui est un des intervenants, qui est le patron de Citigroup. Moi-même, j'ai vu les patrons de Standard Bank dans la salle, et donc on ne va pas rentrer dans cette qualification. C'est juste une idée ou rentrer dans la polémique, mais ce qui est sûr, c'est que nous avions hier dans la salle, et encore ce matin, la Première ministre a continué des conversations avec un investisseur américain milliardaire qui construit des villes, qui a évidemment une zone économique spéciale en cours de développement dans la province du Haut-Katanga. On ne saura pas aller dans le détail, mais tout ce que l'on doit dire, c'est que les précautions ont été prises en amont. Je n'ai pas besoin de partager des secrets de comment ces réunions s'est préparées, mais nous nous sommes assurés pour que les entreprises qui sont intéressées, il y avait une bonne centaine de CEO qui ont été invités, qui ne sont pas arrivés certains, mais qui se sont fait représenter. La question, c'est que comme le ministre Paluku le disait, il y a comme un air qui souffle autour de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que nous sommes le pays qui produit 70% du cobalt mondial. N'oubliez pas que nous, aujourd'hui, nous avons décidé souverainement de dire que désormais, le cobalt s'exploite par quota. Nous avions, nous, bloqué l'exploitation du cobalt et les prix ont pratiquement doublé sur le marché. Donc nous sommes un acteur majeur, non pas seulement pour les ressources critiques, mais parce que nous représentons des réponses aux défis mondiaux. Et donc, il faut qu'on cesse parfois de nous regarder sous les prismes congolais et de nous regarder en ce que nous représentons aujourd'hui une réponse pour les défis du monde. Monsieur le conseil spécial. Je crois qu'il ne pouvait pas avoir meilleure réponse que ce que vous avez produit là. Mais juste pour dire, écoutez, soyez fiers de vos compatriotes. Et on a vraiment remué ciel et terre. On a utilisé tous les moyens. Je vais vous donner un exemple. Vous n'étiez peut-être pas au courant. Mais hier, le gouvernement américain a délégué 2 personnes. Malgré que l'administration est fermée, le gouvernement américain a délégué 2 personnes pour ce forum. C'est beaucoup de fierté pour la République. Hein. Donc il faut prendre ça comme ça aussi. Parmi les investisseurs qui étaient là, ceux qui étaient à la table de la Première ministre, ils sont tous billionnaires en termes de worth income. Il n'y avait pas de petites sociétés de 20 millions de dollars, 100 millions de dollars. Mais c'est des gens très importants qui sont venus hier. Très, très, très importants. Monsieur le ministre a cité des noms. C'est des gens que dans ma vie normale que je n'aurais pas pu rencontrer, pas pu serrer la main. Mais c'est peut-être ma fonction de conseiller spécial qui a fait que je sache leur parler et qu'ils viennent dans la conférence. Soyez fiers de ce que la République peut produire. Voilà. Monsieur le ministre Paluku, est-ce que vous avez un commentaire? Non, le commentaire, c'est de dire, bon, c'est ça. En fait, les journalistes... Jean-Ric a traduit ce que pensent les Congolais au quotidien. Donc c'est ça le travail des journalistes, c'est les doutes, mais il doit ajouter comme intellectuel les doutes méthodiques. C'est-à-dire, ne pas seulement croire à ce qui s'est dit. Vous savez, c'est que les gens qu'on a vus là, et vous avez même les départements d'État qui étaient représentés par celui qui est venu au milieu de la conférence. Ça montre l'intérêt. Maintenant, le climat des affaires. Le climat des affaires, c'est un travail qui se construit au jour le jour. On ne peut pas dire qu'on a atteint les points d'achèvement, comme on le dit, de l'amélioration du climat des affaires. Non, nous sommes dans un processus de construction des fondamentaux pour que le climat des affaires s'améliore. Ceux qui sont là, je l'ai dit hier, il y a une banque qui est arrivée au Congo, je donne toujours cet exemple, avec un capital de 200 millions de dollars. En 5 ans, la banque pèse 5 milliards. C'est un exemple que je donne. Pour vous dire, la RDC, c'est un monde des affaires. À voir seulement comment les millions de dollars tournent. Il n'y a pas un seul pays
où des dollars tournent comme ça, hein, autour de certains grands projets, des cargaisons de telles marchandises. C'est des millions et des millions. Et je l'ai dit, en fait, il y a des gens qui ont considéré la RDC comme un protectorat. Et ils cachent la bonne information pour continuer à gagner seul. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit ça. Alors, ils considèrent que c'est un protectorat. Si on donne la vraie information, il y aura beaucoup de gens qui viendront gagner avec nous. Mais nous, comme gouvernement, nous ne voulons pas gagner avec ceux qui sont là seulement. Nous voulons gagner avec beaucoup de gens. C'est pourquoi nous lançons un message pour dire, on vous a caché la bonne information. Américains, venez vous joindre aux autres qui sont là. Vous trouverez que ces gens ici, ce sont vraiment des gens qu'il faut fouetter parce qu'ils nous ont caché la bonne information. Il y a du business en RDC. Il y a du bon business en République démocratique du Congo et dans tous les secteurs. Voilà mon message. Et écoutez, on va prendre la question de Bienvenue Bakoumania, mais il y a un potentiel de croissance extraordinaire en RDC. Dans les années 2000, il y avait 200 000 comptes en banque. Nous sommes en 2025, il y a au moins 10 millions de comptes. Si vous faites un petit calcul, vous allez voir que la croissance s'est arrivée à 500% dans les secteurs bancaires et nous avons un pays de 100 millions d'habitants. Donc il y a un potentiel de croissance extraordinaire pour ce qui viendra dans les secteurs bancaires, dans les secteurs des télécoms, dans les secteurs agricoles. C'est vraiment le vivier qui permettra à ceux qui viennent investir aujourd'hui de devenir plus puissants demain. Oui, monsieur Bienvenue Bakoumania. Vous avez parlé de 200 milliards d'opportunités ou de 200 milliards de projets chiffrés bancables. La deuxième question s'adresse au gouvernement. Vous avez ramené 2 provinces minières. Est-ce que le narratif pourra changer un jour pour que nous ayons dans de telles rencontres 2 provinces à vocation agricole ou 2 provinces à vocation de protection de l'environnement? Oui, il s'agit d'opportunités. Parce qu'on a travaillé pendant des mois en fait, avec les secteurs publics, le secteur privé, avec les chefs d'entreprise pour mettre sur pied un livre d'opportunités qu'on ramènera ici. Donc dans ce livre d'opportunités, il y a justement des opportunités où il y a des études de préfaisabilité, des études de faisabilité. Et tout ça, ça représente près de 230 milliards, si mes chiffres sont corrects, d'opportunités de business. Ouais. Monsieur Paluku, monsieur le ministre. Vous savez, j'ai toujours, moi, banalisé les chiffres. Quand on parle de 200 milliards, ça, c'est rien pour la République démocratique du Congo. C'est parce que nous sommes habitués à la précarité que nous pensons que 200 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais 200 milliards pour la RDC, je vous donne seulement 2 ou 3 exemples pour les absorber tout de suite en 1 minute. Quand vous prenez le secteur routier, c'est 123 000 km de routes à construire. Si chaque route coûte $1 million, c'est ça 23 milliards. Déjà, les routes ont consommé 70% de 200 milliards. Lorsque vous mettez les centrales hydroélectriques à construire, Inga à lui seul, les consortiums sinon espagnols avaient sorti un montant de 13,9 milliards, autour de 14 milliards. Mais lorsque nous avions élaboré à l'époque le plan d'industrialisation, nous avons chiffré cela à 20 milliards lorsqu'on y met les transports. Ça nous sommes à combien? À 2 seuls. Ça, c'est le des projets. Si vous ajoutez le secteur ferroviaire, quand vous prenez les chemins de fer, vous réhabilitez les anciens rails des chemins de fer. Vous ajoutez maintenant les chemins de fer qui partiraient de Sakania jusqu'au port de Banana. C'est dans le programme des infrastructures que le gouvernement a élaboré. C'est 2500 km de chemins de fer. Donc si vous ajoutez maintenant la modernisation de l'agriculture, qui est un secteur important, y compris la construction demain de la zone économique spéciale dédiée à l'industrie de la donnée, que le président de la République a évoqué lorsque nous étions à Bruxelles, eh bien, les 200 milliards sont épuisés. Et donc, pour la RDC, on a besoin de plus que ça. Pourquoi? Parce que les richesses congolaises, de manière empirique, sont évaluées à 24 000 milliards de dollars américains. 24 000 milliards. Donc, pour nous, nous pouvons lever 1 000 milliards sur le marché international et donner en gage les 24 000 milliards. Il n'y a aucun investisseur qui va nous refuser les 1 000 milliards. Et donc, si nous avons les 1 000 milliards, à ce moment-là, rassurez-vous que nous allons dire tout le temps que la population va nous donner. Elle va nous dire non, allez-y. Allez-y. Donc, moi, je pense que les 200 milliards, il faut cesser de croire que c'est un grand chiffre. Ici, quand les États-Unis interviennent en Ukraine, c'est 65 milliards qu'on débloque par le Congrès américain.
65 milliards tout de suite. Donc je crois que quand nous venons chercher ou lever des fonds ici, c'est parce que nous sommes rassurés qu'en levant 200 milliards, comme a dit le conseiller spécial, c'est un début pour construire les infrastructures, parce qu'un auteur dit c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Absolument. Donc lorsque nous aurons construit l'infrastructure, eh bien nous allons aspirer à la superstructure. Et nous sommes là en train de commencer, parce que je suis adepte de la célèbre phrase, pour commencer, il faut commencer. Voilà, merci. En RDC, il faut des New Deal, 50-100 milliards directement, plutôt que ce que nous avons de manière générale. Alors, M. Achille Kadima, allez-y. Les mines, les mines, les provinces minières. La question sur les provinces. Oui. Bon, je crois que c'était sûrement une première édition où il y a un focus qui a été fait en fonction de premiers intérêts. Mais je pense que toutes nos 26 provinces sont étudiées. Je crois que la province du Maïndomé, c'est une province qui nous aide beaucoup à percevoir, à capter des fonds. On amènera le Nord Kivu prochainement. Grâce au carbone, évidemment, le Nord Kivu, le Sud Kivu, parce que nous avons des potentiels de faire, en tout cas, des fortunes partout. Monsieur Achille Kadima, allez-y rapidement pour vos questions. J'ai une question que j'adresse au conseil spécial. On va peut-être m'accuser de vouloir vous pousser à aller vite en besogne, mais c'est un constat. Vous semblez plus focaliser votre attention sur New York et Washington, n'est-ce pas? À quand la percée vers les États comme Arizona, Tennessee ou Caroline du Nord, qui passent aujourd'hui pour le pôle de croissance économique aux États-Unis? Très bien, c'est une excellente question. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas focalisé sur New York et Washington. Et vous savez, dans cette région aussi de l'Amérique, il y a aussi Texas qu'il ne faut pas oublier. C'est une région très économiquement très forte. Mais bon, il y a quand même des difficultés parce que les États-Unis, c'est très grand. Quitter la Californie pour un jour de conférence à Washington, ça demande beaucoup. C'est 6 heures. Dans l'organisation. Et pour vous dire vrai, il y a des chefs d'entreprise qui, dans leur agenda, ils ont booké que l'heure de la conférence. Ils atterrissaient, ils allaient à la conférence. Après la conférence, ils reprenaient l'avion et ils repartaient. Donc, ce n'est pas facile d'amener des grands hommes comme ça de partout aux États-Unis. Ce n'est qu'une première édition. On va faire le débriefing, le bilan avec le gouvernement pour voir ce qui est amélioré dans une prochaine édition ou dans une prochaine initiative. C'est une excellente remarque. Alors, on va prendre les questions de Zemanzanza, Cédric et Niné. On finira par M. Kalonji, qui est un des acteurs de médias ici aux États-Unis. Allez-y, M. Ozessi. Zemanzanza Top Congo, bien évidemment. La question, c'est au conseil spécial du chef de l'État. Un nouveau forum ici à Washington. Avant cela, il y a eu beaucoup de forums organisés, il faut dire. Forum organisé à Kinshasa, forum sur l'agriculture organisé à Kinshasa. Nous sommes en octobre 2023, forum économique Chine organisé en septembre 2024, forum à Paris avec le président Félix Tshisekedi d'ici avril 2024, forum économique RDC France organisé avec l'avènement du défi Emmanuel Macron à Kinshasa. Beaucoup de forums. Est-ce qu'il y a moyen de faire les bilans de tous ces forums? La finalité de toute action publique, c'est le bien-être de la population. Qu'est-ce que tous ces forums apportent à la population et à l'État congolais? Très bien, c'est une bonne question. Vous savez, ce que vous avez dit là, c'est un peu les critiques qu'on avait reçues au sujet des voyages du chef de l'État. Les gens ils ont fait du bashing sur les voyages du chef de l'État, mais aujourd'hui, les mêmes sont les premiers à applaudir. Ça a donné des résultats, diplomatie active, diplomatie ouverte, et voilà, le Congo est sorti du noir, il a la lumière. Ces forums, c'est la même chose. On a tous parlé ici de la perception de la RDC. Il ne faut pas avoir peur de le dire. La perception n'était pas bonne. Et tous ces forums-là, justement, c'est pour changer un peu, apporter un nouveau narratif sur notre manière de fonctionner, sur notre manière d'opérer même en business, et pour attirer les gens. Moi, je pense que les investisseurs, en tant qu'économistes, je sais aussi, ils ne peuvent pas faire affaire à vous quand ils ne vous connaissent pas. Avant de faire affaire avec vous, ils doivent vous connaître. Vous avez certainement entendu parler des due diligence avant de commencer les business avec les gens. Ça fait partie. Donc nous, on vient dire ouvertement au monde quels sont les atouts de la RDC. C'est comme ça que je l'ai dit. Et là, maintenant, on voit le changement. Depuis hier, dans nos contacts américains, on voit le changement. Je vais vous dire une chose. L'agenda de la première ministre était overbooké avec des demandes de rendez-vous de ces patrons que vous avez vus hier. C'était le cas également en Chine. Au-delà des intentions qui sont manifestées en termes d'impression, que les gens disent que c'est bon, quelles sont les entreprises qui viennent s'installer en RDC après avoir exprimé des bonnes intentions sur les discours que vous apportez? Vous ne le savez peut-être pas. Grâce au Forum de Chine, la RDC aura 2 usines de médicaments.
qui sont en train, qu'on a commencé à fabriquer. La RDC aura 10 hôpitaux de standing international dans 10 territoires de la RDC. Et ça, c'est le forum Chine-RDC. Non, il ne faut pas aller vite en besogne, parce que vous savez aussi, entre le moment où il y a l'intérêt, c'est-à-dire un lead, on détecte qu'ici, on peut arriver à une opportunité, les affairistes le savent, il y a tout un process. D'abord, on identifie, ça, on le transforme en opportunité, opportunité en projet réel, ça prend du temps. Ça prend du temps. Un investisseur ne va pas comme ça voir aujourd'hui, je vois avoir un potentiel et je vais à la banque, je prends l'argent, je donne. Ça ne marche pas comme ça. Dans le monde d'affaires, il y a d'abord, on identifie un lead, on le transforme en opportunité réelle, on avance avec des études jusqu'au projet et à son implémentation. Donc tout ça, ça demande du temps. Mais bien avant d'ailleurs, le ministre Paluku le disait tout à l'heure, lorsque vous regardez des grosses boîtes ici, je ne vais pas les citer pour ne pas en faire la publicité, les portefeuilles qui absorbent le gros du budget, c'est les portefeuilles de la publicité. Mais demandez-vous pourquoi le téléphone que vous tenez à main, cette société qui est connue mondialement, investit autant dans la publicité. Et donc il faut considérer que les forums, on peut en faire 1000 par an, mais pour autant que nous puissions parler de notre pays et que la perception qui est celle qu'on nous donne, qui n'est pas la nôtre, permet aux uns aux autres d'échanger, ne fût-ce que la manière de voir. Et c'est pour ça qu'hier, nous avons par exemple rappelé le combat du siècle en 1974, le Rumble in the Jungle, qui est un événement qui a marqué, historique, qui a marqué les relations américano-congolaises, mais pas seulement, mais tout le monde de la boxe tient ces combats comme référence en parlant du soft power. C'est dire aussi l'importance pour nous comme pays, bien au-delà de ces opportunités qu'il y a dans les secteurs miniers économiques, de présenter notre partie culturelle, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont réputés superpuissants, non pas seulement parce qu'ils ont des bombes, mais parce qu'aussi ils ont une industrie cinématographique qui a permis, par exemple, d'avoir une autre vue des fêtes américaines qu'on a vues au Vietnam et dans d'autres secteurs. Et donc, il faut considérer qu'on n'en fera jamais de trop, tant que nous parlons de la RDC, tant que nous nous sommes appropriés notre narratif et tant que nous sommes ceux qui parlent de nous, personne ne les fera mieux que nous. On va prendre la question de M. Kalonji et M. Skedina. Vous pouvez avancer parce que nous allons terminer avec vos deux questions en même temps. S'il vous plaît, M. Kalonji. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Kalonji TV. Des petites questions à vous trois, donc séparément. Pour M. Mouyaya, à quand la digitalisation et la numérisation de tous les systèmes congolais pour diminuer le vol, la tricherie et les maux de tête que nous avons? Deuxième question au ministre Paluku. La diaspora, Balingi Bayeba, est-ce qu'il y a une possibilité, au moins, exonération pour les gens qui veulent faire entrer les choses au Congo, qui sont congolais mais qui ne sont pas riches, qui ont peu de moyens, mais qui veulent aller investir chez nous? Comment, à la douane, ça se passe comment? Et entre-temps aussi, l'Obito avec Banana. Pouvez-vous dire un mot sur l'Obito? Je vois les corridors de l'Obito, on en parle trop, mais on ne parle pas sur le corridor des Banana qui est à nous. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Pour les conseillers spéciaux, une simple question. Comment pensez-vous laisser un couloir après ce forum? Allez-vous laisser un couloir entre nous et les États-Unis ou bien c'est fini? Vous reviendrez encore par après pour un autre couloir. Merci. Merci. Alors, la question de la digitalisation est une question centrale. Je pense que l'une des innovations du deuxième mandat du président de la République, c'est la création du ministère du numérique. Maintenant, on a même un ministère de l'économie numérique. Il existe une agence de développement du numérique. Et hier, la première ministre a pratiquement cité 3 fois M. Dominique Migisha qui dirige l'ADN parce que c'est un enjeu. Mais les numériques, c'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème qui vient avec ce que la technologie impose, mais il y a évidemment une formation qui implique que les agents de l'administration apprennent à fonctionner de manière dématérialisée. Au gouvernement, nous sommes en train de travailler à l'installation de l'intranet. Nous avons déjà commencé le process, mais c'est un process qui va prendre du temps. Ce qui est bien ici, c'est que nous avons déjà la vision. Le président de la République parle du numérique comme un levier des développements. Bien au-delà, nous avons de jeunes qui se forment de plus en plus dans les domaines du numérique. Je pense que c'est une opportunité. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant que la thématique sur le numérique, la numérisation, la digitalisation ait fait partie de points qui ont été abordés, parce que c'est aussi une niche à la fois pour les Américains, mais aussi pour les Congolais qui sont ici, qui travaillent dans les secteurs. Donc, considérez que nous sommes en train de relever les défis, mais c'est un processus qui va prendre le temps que ça prendra. Monsieur le spécial, et oui, puis ce sera le ministre Paluku. C'était à propos du couloir. Donc, dans le processus, on va d'abord rendre compte à celui qui nous a chargé de faire cette mission. Donc, dès le retour, on doit rendre compte, on va rendre aussi compte de vos besoins, la diaspora. On a vu comment vous travaillez ici.
on a eu des éléments pour vous aider à travailler mieux encore, à être plus percutant dans votre manière de soutenir le pays. On doit faire rapport, parce que moi, en tant que conseiller, je ne suis pas membre du gouvernement. Les membres du gouvernement, heureusement, faisaient partie de cette mission. Ils vont rendre compte aussi au gouvernement, ils vont en parler. Je crois qu'ils sont conscients qu'il faut structurer la diaspora congolaise pour qu'elle soit plus efficace. Sur ce plan-là, je pense que nous sommes tous alignés. On fera tous le plaidoyer pour vous, et on va voir ce que le gouvernement et le chef de l'État décidera. En ce moment-là, on va implémenter ce qui est mieux pour vous aider à avancer. Alors, il y a un ministre délégué, d'ailleurs, le ministre Crispin Badou, qui s'occupe de ces questions au quotidien. Monsieur le ministre Padokou, l'exonération. Oui, et avant l'exonération, je voudrais dire que par rapport à la première question de la digitalisation, peut-être l'information vous échappe, eh bien, le gouvernement a adopté ce qu'on appelle la facture normalisée. Désormais, quand vous allez dans un marché, un supermarché, il faut demander la facture. Comme dans tous les pays ici où nous sommes. Ça, c'est déjà un outil introduit par le gouvernement. Pour que le gouvernement suive, en fait, sa TVA qui est collectée par les opérateurs économiques, mais qui n'est pas reversée à l'État. Et ça va faire exploser les budgets de l'État comme jamais auparavant. Donc ça, c'est le premier outil que le gouvernement est en train déjà d'expérimenter. Le deuxième outil, c'est ce que j'ai cité, la loi sur la facilitation des échanges de l'OMC. Cette loi oblige le gouvernement qui l'a ratifiée de dématérialiser toutes les procédures. Donc ça va empêcher en fait la manipulation par les mains de nos agents et de la douane et des services de collecte des impôts et taxes. Il s'agisse de la DGI ou de la DGRAD. Donc cette ratification de l'instrument de l'OMC est une avancée significative dans la dématérialisation et la migration vers la digitalisation de toutes nos procédures. Ça, c'était important à rappeler. Maintenant, l'exonération, non. Ce n'est pas toute marchandise qui arrive à la frontière est exonérée. Non. Il faut être soumis à un certain nombre de critères. Vous devez démontrer le type d'investissement que vous venez faire. Et la porte d'entrée, je l'ai rappelé hier, c'est l'Agence nationale de promotion des investissements. Lorsque vous avez un projet que vous voulez ramener au pays, vous vous adressez à l'ANAPI, qui est une agence créée par le gouvernement, qui prend votre dossier, il l'analyse, il le fait passer très rapidement par ses outils de contrôle, et on remonte les projets au niveau du ministère du Plan et du ministère des Finances qui signe un arrêté interministériel lequel arrêté vous permet maintenant de faire entrer vos marchandises ou vos éléments par une justification dûment motivée. Sinon, c'est tout le monde qui viendrait pour dire « j'amène ma marchandise et j'entre au Congo ». Donc, nous sommes un pays respectueux des lois comme tous les pays du monde, comme aux États-Unis. On ne peut pas venir avec les marchandises aux États-Unis et on passe à la douane. Il faut qu'on justifie pourquoi on veut demander une exonération. Alors, l'Obito, on en a parlé, c'est un vaste programme. Moi, je voudrais que les gens comprennent que l'Obito n'est pas un projet. La différence entre un projet et un programme, c'est que un projet, c'est une activité qui concourt à l'atteinte d'un objectif. Un programme, c'est un ensemble de projets. Et donc, pour la RDC, on voudrait considérer l'Obito comme un programme, c'est-à-dire, au-delà de l'infrastructure ferroviaire à construire entre Kolwezi et l'Obito pour le transport des biens, eh bien, il doit se développer un autre corridor, parce que ça, c'est un corridor de transport. Maintenant, il faut qu'il y ait un corridor de développement industriel. Je me rappelle quand j'étais ministre de l'Industrie, on avait piloté la création de la Direction générale des corridors de développement industriel. Ça a été adopté à Conseil des ministres. Pour que les corridors de transport cessent d'être seulement des outils d'évacuation des marchandises. Mais qu'au-delà de ces corridors se développe un autre corridor qui développe une série d'activités le long. Vous prenez aujourd'hui Kinshasa-Kikwit, c'est 525 km. C'est un corridor de transport. Mais on n'a pas imaginé de mettre le long du corridor de transport un corridor de développement industriel. Ça fait que vous pouvez quitter Kinshasa jusqu'à Kikwit sans avoir où vous allez trouver de l'eau, où vous allez trouver même une boîte de biscuits si vous avez faim. Donc c'est cette perception-là de nos corridors que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, veut changer. Et l'Obito va prendre l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire les routes, les chemins de fer, l'énergie, l'agriculture, la fibre optique. Tout ça, ça devient un méga projet parce que même si l'Angola a la bonne partie du corridor, c'est-à-dire 1730 ou 50 km et que nous ayons 450 km, eh bien, la partie utile du corridor, c'est la RDC. Parce que c'est la partie d'évacuation de ce qui est utile.
Même si on construit 1700 km du côté angolais, sans la partie 450 km du côté congolais, eh bien les 1700 ne servent à rien. Donc voilà pourquoi la RDC est presque au cœur du corridor de Lobito. Et si vous voyez la mobilisation qui s'est faite aujourd'hui autour de ce corridor, je viens de Bruxelles, ça a été au cœur de l'initiative Global Gateway. L'Union européenne a mobilisé 306 milliards, parce que l'année passée nous y étions, ils avaient dit qu'ils allaient mobiliser 300 milliards, mais ils sont arrivés à 306 déjà, après une année, dont la moitié est destinée à l'Afrique. Et nous, la RDC, l'Angola et la Zambie, nous voulons aussi prendre la moitié de la moitié. Hein, pour que nous nous rassurions que nous avons suffisamment capté les fonds Global Gateway. Maintenant, ici aux États-Unis aussi, nous y sommes pour dire aux Américains, mais vous aussi, voici, les éléments sont là pour capter vos investissements. Intéressez-vous. Parce que si vous ne vous intéressez pas à la RDC, évidemment, d'autres qui font partie des grands blocs mondiaux vont s'intéresser. Et c'est le jeu des grands. Et nous, nous sommes là au milieu pour dire, mais nous sommes disponibles pour servir les intérêts stratégiques des Américains. Hein? Alors, le port de Banana est à construction. Et parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire le corridor de Lobito. Le gouvernement a tout fait pour construire le corridor de Banana. Pourquoi? Les gens posent la question de savoir pourquoi on ne fait pas le pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa. L'option a été levée de commencer par les ports en eau profonde de Banana. Parce que si nous ne construisons pas le port de Banana, nous continuerons à être alimentés par les ports en eau profonde du côté brazzavillois. Pointe-Noire. À ce moment-là, si nous commençons par le pont route rail, c'est des éléments stratégiques, ça veut dire nous allons tuer l'initiative du port de Banana. Et donc, nous commençons par le port de Banana pour que les bateaux en destination de la RDC ne puissent plus accoster ni à Durban, ni à Pointe-Noire, mais à Banana. À ce moment-là, ça nous permet de construire une zone économique spéciale, d'ailleurs, autour de Banana, pour tous les projets que les Américains peuvent venir développer. Parce qu'il y aura une capacité importante d'évacuation des produits. Lorsque nous étions dans nos fonctions passées, nous avons évalué à plus de 1 million à 2 millions de conteneurs qui vont accoster sur le port de Banana. Et cette marchandise ne peut pas être évacuée en véhicule. C'est que nous devons construire un port logistique qui est une zone économique spéciale à Banana pour permettre aux marchandises qui passent leur temps de traitement là-bas de bénéficier des avantages définis dans une loi que la RDC a dû voter. Donc, c'est des avancées, ces éléments-là sont importants à être connus à travers le monde pour que les gens voient que la RDC a suffisamment avancé par l'initiative du président de la République qui tient à redorer son image et à faire de la RDC le levier du développement économique de l'Afrique, si pas de l'Afrique centrale. Voilà, on va prendre la dernière question avec M. Kenina, s'il vous plaît. Une question économique et puis une question politique. Nous ne pouvions pas quitter le National Press Club sans pour autant parler de l'actualité politique. D'abord, la question économique. Le corridor de Lobito a été présenté avec beaucoup plus d'intérêt devant le monde des affaires américain. Mais il y a une observation. On a comme l'impression que le côté angolais, les choses ont beaucoup avancé et que le côté congolais, ça n'a pas assez avancé. On est à la recherche d'un aménageur jusque-là. Qu'est-ce qui explique d'abord ces retards du côté congolais par rapport au côté angolais? Avec les processus PPP, on sent que ça a vraiment avancé. La deuxième question revient au ministre de la Communication et Médias, une question politique. Il y a eu signature de l'accord sur les mécanismes de contrôle et de surveillance du cessez-le-feu entre le gouvernement de la République et la FCM 23. Votre réaction à chaud à ces sujets? Et une deuxième sous-question, c'est aussi d'actualité, c'est la réunion d'un pan important de l'opposition autour de l'ancien président Joseph Kabila. Quelle est la réaction du gouvernement à ces sujets? D'accord, on va commencer par le ministre Paluku sur la question essentielle. La question essentielle, c'est la question économique. Oui, je pense que vous pouvez dire que du côté angolais, on a trop avancé.
bon, je n'ai pas encore été en Angola pour voir ce qui est avancé, effectivement. Ça peut être une manipulation aussi. Chez nous aussi, nous avançons. C'est-à-dire, les vice-premiers ministres en charge du transport, c'est lui qui préside la task force, qui pilote les codeurs de Lobito. Je parle sous son contrôle. Il y a eu un accord qui a été signé entre les 3 pays, parce que les codeurs de Lobito n'est pas un projet que chaque pays va développer de manière isolée. Donc il ne faut pas qu'on commence à opposer les États pour dire non, l'Angola a déjà avancé, vous n'êtes pas. Non, non, c'est un projet intégrateur qui aligne et l'Angola, la RDC, la Zambie. Je vous ai donné l'exemple. Même si l'Angola développe, à supposer, ces 1730 km, sans que les 430 km de la RDC soient faits, soient faits, ça veut dire les 1700 ne servent à rien. C'est pourquoi c'est un projet intégrateur. Donc, il peut y avoir en amont un engouement pour d'abord évacuer les 1700 km, ce qui est tout à fait normal, c'est stratégique. Ça veut dire, au lieu de commencer par 450, on peut commencer par faire les 1700, parce qu'on suppose que les 450 ne feront pas beaucoup de temps. Donc, c'est des questions de choix stratégiques des opérateurs, parce que c'est des deals gagnant-gagnant qui sont faits, parce que la RDC, l'Angola et la Zambie ont choisi les modèles de PPP. Ce n'est pas l'investissement du gouvernement, c'est l'investissement des partenaires qui viennent avec leurs fonds et qui disent, moi j'ai choisi tel secteur. C'est pourquoi quand je tenais la conférence, ou quand j'intervenais tout à l'heure, j'ai développé la théorie des 4 C. Le premier C, c'est la coordination, c'est-à-dire la coordination doit aligner, 1, la coordination entre nous les 3 pays, 2, la coordination entre les partenaires. Le deuxième C, c'est la consistance. C'est-à-dire, nous devons examiner la consistance de chaque projet pour que nous nous rassurions que ce projet vient répondre réellement aux besoins. Le troisième C, c'est la complémentarité. On doit se rassurer qu'on ne fait pas la même chose tous au même moment pour que chaque entreprise choisisse ce qu'elle doit faire et ne pas faire ce que l'autre a déjà choisi. Le troisième C, c'est le commencement. C'est-à-dire, nous devons commencer. Et si l'Angola a commencé, nous sommes aussi sur le point de commencer. Et il y a un 4e C qui pourra être ajouté, c'est le courage. Donc, alors, il faut que chacun soit courageux de commencer. C'est la théorie des 4 C que j'ai développée tout à l'heure lorsque je parlais du collège Lobito. Mais on reviendra. Vous aviez parlé des 12 points. Il y a une question sur Nairobi. Bon, écoutez. Oui, j'ai un point de vue là-dessus. Sur cette question d'abord, sur Doha, je crois que c'est le 2e point en termes de mesures de confiance qui nous permet d'avancer pour aller vers l'accord. Parce que nous savons que tous les jours, que nos populations sont sous la coupe de ceux qui gouvernent par crime, nous avons des éléments d'inquiétude. Et donc la détermination du président de la République, c'est de faire aboutir toutes les discussions, y compris celles de Doha. Et donc il y avait un point qui était resté en suspens dans les discussions dernières, qui portait justement sur le mécanisme de cessez-le-feu. C'est les points qui ont été adoptés hier. Maintenant, nos négociateurs qui sont sur place vont continuer à discuter sur la mouture de l'accord qui leur a été proposé, de sorte que dans un délai relativement court, nous puissions avoir l'accord qu'il faut, qui viendra compléter l'accord de Washington pour nous permettre d'aller effectivement vers la paix. À Washington, la semaine dernière, nos experts y étaient. On a fini les discussions sur la création du cadre d'intégration économique régionale, mais on n'a pas signé simplement parce que le préalable pour nous, c'est le retour de la paix, et une paix que nous souhaitons durable et définitive, qui est la condition pour parler d'intégration et aller vers le développement. Alors, vous me posez la question sur Nairobi. Évidemment, je me ferai compléter par mon collègue sur le sujet. Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvés malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou le réunion qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez
les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives. Pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. L'événement a été ce que nous avons fait à Washington, et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes, parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants de ceux qui sont nos agresseurs aujourd'hui. Monsieur le ministre Paluku, vous avez sûrement un complément. Oui, j'ai 2 ou 3 commentaires. L'événement principal, c'est celui de la mobilisation des partenaires américains vis-à-vis de ce que nous voulons faire au pays. Et évidemment, il y a des réseaux qui sont là pour chercher à distraire l'opinion. Et on comprend le choix de cette date. C'est un choix stratégique pour chercher à montrer à l'opinion qu'il se passe aussi autre chose que ce que nous faisons ici aux États-Unis. Donc c'est une diversion. C'est comme ça que tu as parlé des non-événements. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au Nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au Nord Kivu et au Sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents est signé par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. C'est-à-dire, elles préfèrent exposer les autres pas qu'elles savent les retombées de cette fausseté qu'on a mis dans l'opinion. Donc, moi, quand j'ai vu ces drafts-là, je les considérais comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État,
on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, c'est lui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Nituri et au Nord Kivu, dans la partie Béni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de celles du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avaient que pour objectif de détourner l'attention de ce qui se fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers l'émergence. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre Paluku, merci à Monsieur Joe Dumbi, conseiller spécial. Merci à vous tous de vous être mobilisés pour terminer ces 2 grands jours des discussions autour des investissements en République démocratique du Congo, évidemment, avec le gouvernement américain. Nous nous tiendrons prêts pour un autre exercice de redevabilité parce qu'il est important que les Congolais puissent être régulièrement informés des initiatives en cours qui concourent justement à ces changements de narratif que nous appelons de tous nos voeux et qui va permettre à la République démocratique du Congo d'éclore son potentiel à 100%, n'en déplaise à certains nostalgiques des privilèges perdus. Merci et bonne soirée chez vous. Merci.